Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce 10e épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Éric Bédard, qui est historien, professeur titulaire au département de sciences humaines, lettres et communications de l'Université TELUC depuis 2005 et auteur prolifique de nombreux ouvrages. Aujourd'hui, on va parler d'histoire. Et d'abord, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Donc, merci. Je vous remercie de l'invitation. J'ai accepté votre invitation à cause du projet anti-chambre d'écho. Je pense qu'il y a trop de chambres d'écho en ce moment. Et vous, justement, vous avez comme projet de parler avec toutes sortes de monde. Alors, j'accepte avec plaisir. Merci beaucoup. Et je voudrais vous proposer, puisqu'il a été question dans 2 de nos épisodes précédents à l'Antichambre d'écho, d'éducation. Donc, je voudrais vous proposer de commencer l'entretien en parlant d'enseignement de l'histoire. Parce que, dans le fond, dans les 2 épisodes précédents sur l'éducation, on a beaucoup abordé la question du français. Oui. On a également abordé la question du cours ECR, donc éthique et culture religieuse, qui a fait un peu débat et qui maintenant s'appelle Culture et citoyenneté du Québec. Donc, dans le fond, je voudrais vous demander, selon vous, est-ce que le programme d'enseignement de l'histoire du Québec est au beau fixe, ou mériterait, au contraire, un peu comme le cours ECR, d'être peut-être revisité? Donc, dans le fond, puis vous pouvez partir plus large, mais bref, de parler d'éducation. Bon, alors, c'est large, en effet, mais je vous dirais que j'ai un petit peu mis ma patte, j'ai été un peu impliqué dans le programme qui est actuellement enseigné au secondaire, puisque je vous remonte un peu dans le temps. En 2006, le gouvernement, dans la foulée de ce qu'on appelait la réforme pédagogique, avait annoncé un programme d'histoire au secondaire qui s'appelait « Histoire et éducation à la citoyenneté ». Sur 2 ans, on avait annoncé donc un nouveau programme qui avait été énormément critiqué, puisqu'il était, c'était un peu une histoire de la modernité au Québec, mais c'était pas vraiment une histoire du Québec, ou c'était une histoire qui ne tenait pas compte de la mémoire dont on hérite, nous, Québécois, qui faisait un peu abstraction de ça. On reviendra peut-être sur cet enjeu histoire-mémoire. Et donc, quand le gouvernement du PQ est arrivé au pouvoir en 2012, quelques années avant, j'avais conseillé Mme Marois sur cet enjeu-là. Elle voulait, elle, proposer un nouveau cours, renforcer l'histoire du Québec, l'histoire à tous les niveaux d'enseignement. Elle m'avait demandé conseil. J'avais concocté un petit rapport. Et en gros, les recommandations, on était quelques historiens, avaient été toutes intégrées à son programme, à sa plateforme électorale. Et donc, quand le PQ est arrivé au pouvoir, a voulu justement un peu recentrer, recadrer ce programme un peu autour, un programme d'histoire, mais qui tournait un peu mieux, un peu plus autour de cette mémoire héritée. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait avec, à l'époque, Jacques Beauchemin, Nadia Hide. Ils ont reçu des mémoires, ils ont réfléchi à la question. Et moi-même, j'avais été invité à participer. Et donc, le gouvernement a accouché d'un nouveau programme qui, ce qu'on me dit, c'est il est très dense. C'est-à-dire que le secondaire 3, ça va du début, en gros, en 1840, et le deuxième, 1840 à aujourd'hui. Mais c'est un programme, qu'on me dit, assez chargé. Alors que le programme de 2006, on avait toute l'histoire du Québec en secondaire 3, puis on revisait la matière, mais par thème, et les enseignants étaient très critiques, très mal à l'aise. Ça ressemblait plus à un cours de Sciences Po. Alors, bon. Alors, donc, les enseignants sont très heureux de la structure chronologique sur 2 ans. Et je pense que c'est un bon programme. J'ai aussi travaillé sur des manuels dans ces cours-là. C'est un bon programme. Maintenant, qu'en est-il de l'état des connaissances en général? Même chose au secondaire. Mettons, on a un cours secondaire 1 et 2, et on a un examen du ministère. Bon. Donc, il y a plus d'histoires enseignées que, je veux pas vous vieillir, moi je suis né en 69, j'ai gradué de mon secondaire en 87, mais qu'il y en a eu longtemps. Parce que pendant longtemps, on avait un seul cours d'histoire du Québec et du Canada en secondaire 4, avec examen du ministère à la clé. On voyait tout dans 1 an. Maintenant, c'est sur 2 ans. C'est sur 2 ans et il y en a un peu au primaire. Il y en a beaucoup au primaire. Il y en a au primaire, c'est ça. Il y en a au primaire. On commence. Ce qui n'était pas le cas quand on était au primaire. Je ne veux pas vous vieillir, mais en tout cas, les cohortes d'avant. Oui. Alors donc, au niveau quantitatif, en termes d'heures, il y a plus d'histoires qu'il y a, mettons, 20 ans. Maintenant, j'ai écouté les balados, vous avez parlé d'éducation, et il y avait notamment un directeur d'école qui faisait valoir que les élèves réussissent bien à certains tests, PISA, en mathématiques,
Et Philippe Loranger répondait à ça, ben oui, mais la culture générale. Mm-hmm. Alors, je dirais qu'en effet, il y a plus d'heures enseignées, mais est-ce que notre culture historique s'est améliorée pour autant? J'en suis pas convaincu et je veux pas accabler l'école, je veux pas accabler les enseignants, même si je suis très critique de la formation des maîtres au secondaire. Je trouve que le bac de 4 ans en pédagogie, c'est peut-être pas ça qui outille le mieux les enseignants pour enseigner toute cette matière toute leur vie. Mais notre culture historique, est-ce qu'elle est meilleure? J'aimerais, je suis pas spécialiste, je pense qu'il y a des enquêtes de littératie historique. J'ai pas les résultats. Intuitivement, je dirais que nos connaissances, notre culture générale au Québec en histoire est peut-être moindre que dans d'autres sociétés comme la France ou les États-Unis, pour juste prendre ces deux cas-là. Aux États-Unis, il faudrait voir. Mon intuition, c'est que elle est un peu moindre, mais là encore, je ne veux pas accabler les Québécois. Je crois que si c'est le cas, c'est parce que on n'a pas été aussi marqué dans notre histoire familiale et personnelle par la grande histoire de notre pays. Alors, en gros, nos parents nous ont parlé de la Révolution tranquille. Nous, on a vécu peut-être le référendum de 95, qui a été un événement assez important. Je parle évidemment les tours jumelles à New York. Ça fait partie de notre mémoire. Mais on n'a pas d'oncle qui a fait la résistance. La guerre, une femme qui a été tondue en 44 parce qu'elle alors que les Français, les Allemands, les Américains, par exemple, ils ont pas vraiment... Presque toutes les familles ont un oncle, un cousin loin, qui a fait la guerre du Vietnam et avec ou qui a contesté la guerre du Vietnam. La grande histoire est dans leur famille. En France, on peut imaginer la même chose. Dans tous les villages, il y a un monument aux morts. Il y a eu un arrière-grand-père, soit combattant, soit résistant, soit peut-être même les deux. Peu importe. C'est dans l'histoire intime du pays. Bon. Alors que nous, c'est un peu moins le cas. On a eu quelques événements. Donc, c'est peut-être ça qui explique la moins grande culture historique des jeunes Québécois, mais je m'avance prudemment, ça serait... faudrait faire des enquêtes plus poussées. On y reviendra parce que je trouve que ça fait écho aux figures marquantes, peut-être les événements, les figures marquantes. On reviendra à ces questions-là un peu plus tard. Mais ça soulève, évidemment, là, on parlait d'enseignement, mais ça soulève également notre rapport collectif à l'histoire. Pensez-vous qu'on est trop concentré sur des périodes spécifiques? Là, je vous entends parler de Révolution tranquille. On a souvent l'impression que notre histoire commence essentiellement avec la Révolution tranquille, peut-être pour les plus jeunes aussi, encore plus. Est-ce qu'on était assez connecté avec la Nouvelle-France? Est-ce qu'on est assez connecté avec notre histoire, l'histoire de nos ancêtres français? Est-ce qu'on comprend l'histoire européenne assez pour comprendre qu'est-ce qui nous a amenés ici? Moi c'est une anecdote, mais quand j'ai fait mon test de génétique avec une compagnie bien connue, j'ai trouvé des petites régions en France qui... On ne connaît pas ces régions-là. On ne connaît pas notre héritage sur le vieux continent. Est-ce que... j'aimerais vous entendre sur tout ça. Oui. Alors, clairement, en effet, je pense que notre mémoire collective, la grande majorité des Québécois, avant la Révolution tranquille, c'est assez flou. Alors, c'est soit de l'indifférence, pas très intéressant, c'est loin. C'est soit un peu de mépris, un peu de gentille condescendance. Je vous rappellerai une vague il y avait eu des pubs de Bell Canada qui m'avaient beaucoup frappé. Et c'était pour un peu rire des gens, évidemment, qui n'avaient pas l'Internet haute vitesse. Puis on voyait des gens dans une espèce de shack, dans une espèce de petite cabane en bois rond, en plein milieu de la forêt. Mais je me disais, en voyant cette publicité-là, pour se moquer d'eux, on leur disait, ils sont pas arrivés en ville, mais j'avais l'impression qu'on imagine un peu le Québec d'avant 1960, un peu comme ça. Un peu demeuré, un peu arriéré, un peu consanguin, vase clos, replié. C'est tous les mots qui reviennent en général. Et donc, on met tout ça sous le package de la Grande Noirceur. Grande Noirceur, pour les gens qui sont un petit peu plus familiers, ils vont dire c'est le régime du Plessis, avec sa répression, sa corruption, son alliance avec l'Église. Ou c'est, pour les plus lettrés, les plus cultivés, ils vont dire c'est après les Patriotes, donc 1840 jusqu'en 1960. Ça, c'est
la belle formule de Fernand Dumont, c'est le long hiver de la survivance. Ça, c'est poétique. Mais d'autres vont dire que c'est un peu ça, la grande noirceur. Donc, oui, en effet, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours mis mal à l'aise. Tout comme, par exemple, m'a toujours mis mal à l'aise quand, comment je dirais ça, quand les indépendantistes se présentent à nous comme les indépendantistes du baby-boom, là, issus du baby-boom. Nous, on avait compris, et avant nous, tous les nationalistes d'avant, tous ceux qui se battaient pour le Québec ou le Canada français, comme c'était pas de vrais indépendantistes comme nous, c'était pas sérieux comme combat. J'ai toujours été... en fait, il y a une marque de grande ingratitude. Il y a une forme d'amnésie, il y a une forme d'ingratitude là-dedans, d'ignorance presque assumée, qui m'a toujours un peu désolé, parce qu'on est issu quand même d'une aventure historique très longue. Et, en effet, vous parliez de la Nouvelle-France. Il y a comme un malaise avec la Nouvelle-France que je sens. C'est que la Nouvelle-France, c'est de lointaines origines, mais là, avec le débat qu'on a sur les Autochtones et toute l'approche qu'on dit décoloniale, il y a plusieurs qui soutiennent le paradigme dominant, c'est le paradigme du génocide des Autochtones, donc qui aurait commencé avec le colonialisme, mais quand, c'est flou. Alors, c'est comme si cette période-là, dans la mémoire... pour ceux qui s'intéressent, on ne sait pas trop quoi en faire. Et il y a eu peu d'études récentes qui ont fait une synthèse sur les origines du peuple québécois en Nouvelle-France. Donc, c'est un peu flou. Parce qu'il y a un débat parmi les théoriciens de la nation, ceux qui s'intéressent aux nations et nationalismes. Il y a un débat depuis les années 90 pour dire qu'en gros, les nations sont des constructions modernes. Donc, ça naît grosso modo au 19e siècle. Et avant, on ne peut pas appeler ça des nations, des ethnies, des groupes affinitaires. Mais moi, je crois que je suis de ceux, avec certains penseurs, qui croient que les nations, en effet, les nations modernes qu'on connaît sont des produits du 19e siècle, en gros, mais qu'elles se sont fondées sur des choses qui préexistaient, mais qui n'avaient peut-être pas encore... qui s'étaient pas encore clairement identifiées comme telles. Et je pense qu'il faut, en effet, remonter à la Nouvelle-France pour comprendre une origine. Pas la mythifier, mais la comprendre, comprendre quelle était l'intention de la France, pourquoi il y a eu si peu de gens, si on se compare aux colonies anglo-américaines ou espagnoles. Donc oui, en effet, je suis assez critique de ce rapport très court. Et remarquez, par exemple, les politiciens, souvent, lorsqu'ils veulent se donner un peu de hauteur, ils vont toujours citer des figures de proue de la Révolution tranquille, mais ils vont rarement parler de Papineau ou d'autres personnages. On dirait que la mémoire est enfermée dans... Alors, c'est intéressant parce que les élites d'avant du Collège classique, le Collège classique négligeait un peu l'histoire, disons, Québec-Canada. Ça a commencé un peu au 20e siècle, mais avant, c'était l'histoire de l'Antiquité, c'était l'histoire de la Grèce, Tacite, on lisait Thucydide. Mais donc, les élites qui avaient fait le Collège classique avaient une culture historique, mais une culture historique occidentale qui remontait à l'Antiquité grecque, mais pas nécessairement une connaissance très grande de l'histoire du Québec ou du Canada. Et là, les élites d'après sont un peu enfermées dans la Révolution tranquille, dans le cycle de la Révolution tranquille. Et c'est assez... voilà, je ne sais pas si ça va changer, mais j'ai l'impression que... Alors là, j'ose une hypothèse, c'est que je pense qu'on assiste à une sorte d'essoufflement de la Révolution tranquille, comme une sorte de moment béni où on croyait à la politique, à l'action collective. Là, il y a une espèce d'essoufflement de ça, avec l'essoufflement de l'État-providence, avec les limites, avec aussi, donc, qui génère la crise de notre système de santé. Moi, je dis, toute ma vie adulte, on m'a parlé de réforme de la santé, et pourtant, c'était supposé être l'aboutissement d'un État-providence qui assure à tous. C'est loin d'être un système mauvais. Je ne veux pas tout jeter en bloc, mais je pense qu'il y a une désillusion sur la Révolution, sur l'État-providence. Et tout ça, peut-être, fait qu'il va y avoir éventuellement... On est en train de vivre peut-être un épuisement de ce paradigme, de ce temps béni, de cette période glorieuse.
Et ça, peut-être que ça invite les gens à dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Reculons un peu plus. Peut-être aussi une période où on doute de notre avenir, on a de l'insécurité par rapport à l'avenir, donc on veut se trouver une mémoire longue, une histoire longue. Donc peut-être qu'il se produit en ce moment ce qui s'est un peu produit au milieu du 19e siècle au Québec. Comme au milieu du 19e siècle, les Canadiens français doutaient beaucoup d'eux-mêmes. C'est le début des vagues de migration vers les États-Unis, l'échec des patriotes assez répressifs. Les gens, c'est à ce moment-là, la naissance de la survivance, c'est on va reculer loin vers la Nouvelle-France pour montrer qu'on a quand même un passé qui est pas si mal. Alors qu'aujourd'hui, peut-être qu'on est dans une période un peu similaire, qu'on va reculer très loin. Mais là, il y a l'enjeu autochtone qui est délicat, mais quand même, on veut peut-être renouer avec une mémoire longue. En tout cas, je note un regain d'intérêt pour la Nouvelle-France. La série des figures marquantes qui a le plus marché, c'était celle sur la Nouvelle-France. On avait ça le comble presque à chaque fois. Oui, dans votre livre, Cours aux sources, vous, justement, je pense que c'était à l'époque où il y avait une certaine critique là, du programme d'enseignement de l'histoire, où vous parliez d'une tyrannie du présent, d'un présentisme. Donc, peut-être que là, on serait en fin de cycle, puis qu'on renouerait avec un certain... Oui, le présentisme, là, ça, c'est un concept que je pense que ça vaut la peine de l'expliquer à ceux qui vous suivent. C'est un penseur qui s'appelle François Hartog qui a dit, en gros, il y a eu 2 grands moments dans le rapport au passé. En fait, il y en a eu 3, mais il y en a eu 2 principaux. Le moment, disons, d'une époque où on était un peu avant la modernité, une perspective plus traditionnelle. C'est-à-dire que le passé est le modèle. C'est-à-dire, on se réfère au passé comme une sorte d'âge d'or et c'est toujours sur un mode un peu de déploration. Mais notre maître, pour parler comme Lionel Groulx, c'est le passé. C'est ça c'est notre boussole, le passé, les origines, comment ça s'est cristallisé. Et il faut être à la hauteur de ce passé pour être bien, pour fonctionner. Alors, ça, c'est un mouvement plus traditionnaliste. Et après, le mouvement moderniste, on passe du passé à l'avenir. Là, on est fixé sur une utopie, un monde à réaliser. Et le passé nous éclaire pour étudier ce qui nous mène à ce futur dont on attend beaucoup. Quel qu'il soit. Alors, dans certains cas, c'est l'utopie politique, l'indépendance politique. Et là, François Hartog nous dit, on est dans une période où, évidemment, notre maître le passé, il n'y a plus grand monde qui pourrait adhérer à ça. On se reconnaît plus là-dedans. C'est trop ringard, peut-être. Et l'utopie de l'avenir, là aussi, on est dans une période où on y croit plus ou moins. Après, peut-être, beaucoup après la chute du mur de Berlin, l'échec de l'utopie communiste. Donc, on est enfermé, dit-il, dans une sorte de présent. Et comme on cherche du sens, on est dans une surenchère de commémoration, mais qui tourne un peu à vide, dit-il. Mais c'est ça. Donc, il y a eu le moment du passé maître, il y a eu le moment de l'avenir qui est notre maître, vers lequel on investit tous nos espoirs. Et là, on serait dans un présent où finalement, on tourne un peu en rond, où on est une référence aussi pour nous-mêmes. Donc, avant nous, c'était une bande de demeurés où à peu près, ils n'avaient pas compris c'était quoi le sens de l'histoire. Nous, on l'a compris, on y est arrivé. Et puis voilà, on est bien, on est satisfait de nous-mêmes. Et puis, on n'a pas vraiment d'utopie. Fait qu'on en reste dans un présent opaque. Et vraiment, c'est parce que on nous dit souvent, quand on nous enseigne l'histoire, pour justifier l'enseignement d'histoire, on nous dit l'histoire, c'est ce qui explique le présent. Oui, c'est vrai. Mais l'histoire aussi, c'est une altérité radicale. C'est une différence. L'histoire, c'est les mystiques de la Nouvelle-France. L'histoire, c'est les Templiers, c'est les Croisés. C'est des gens qui ne pensaient pas du tout comme les modernes. Mais il faut aussi essayer de les comprendre. C'est intéressant. C'est intellectuellement stimulant. Donc, l'histoire a cette vertu de nous dépayser. D'ailleurs, il y en a qui aiment l'histoire pour ça. Alors voilà, donc je sentais ça dans le programme de l'époque, c'est pour ça que j'avais écrit ça, dans le programme de 2006, un programme qui, dans le fond, considérait que notre époque était l'aboutissement
de toutes les grandes réalisations industrielles, techniques, politiques, et qu'il fallait tout relire le passé pour annoncer ces grandes réalisations dans lesquelles nous vivions. Mm-hmm. D'abord, ça manquait de modestie, et c'est pas ça une approche historique. Mm-hmm. L'approche historique, c'est l'empathie, c'est la compréhension, et c'est le dépaysement. Mm-hmm. Il y a d'autres critiques qui sont dans ce livre qui sont encore, je pense que vous pourriez encore faire à ce jour, là, même s'il y a un peu de distance qui nous sépare. Je vais faire juste un petit aparté vers Nietzsche qui distinguait 3 types d'histoires, là, donc monumentale, critique, et en tout cas, je ne veux pas nécessairement qu'on s'avance trop dans ces concepts, mais disons, juste pour dire qu'il y a eu, on le sait, l'histoire critique peut-être a pris beaucoup de place, dans le sens où il y a eu une certaine déconstruction des mythes, une entreprise vraiment de déboulonner et de déconstruire les mythes fondateurs. Est-ce que, selon vous, ça a affecté notre capacité là, à nous inspirer, puis en fait à trouver qu'il y a une certaine source de fierté dans notre histoire? Oui. Alors, c'est vrai que l'histoire qu'on dit critique, c'est une histoire qui loge dans le camp de ce qu'on appelle aussi l'épistémologie du soupçon, le soupçon. Et c'est un peu à ça que ça participe. Donc, et ça vient souvent de courants militants, de gens qui veulent réformer, ou pas réformer, mais changer radicalement les choses, les rapports hommes-femmes, le colonialisme, donc les minorités. Donc, on regarde le passé avec un sentiment d'être des procureurs qui intentent des procès à des gens qui avaient des valeurs qu'on juge néfastes. Et donc, cette approche de la déconstruction et du soupçon et d'une critique assez radicale a coloré, en effet, notre rapport au passé. Et en effet, ça prend l'exact contre-pied d'une histoire édifiante, de ce qui était longtemps l'histoire, c'est-à-dire l'histoire maîtresse de vie. Je ne sais pas de qui est cette formule. On va chercher dans le passé des héros, des grands personnages, des grands événements qui nous inspirent pour être de meilleurs êtres humains aujourd'hui, et on s'en tient un peu à ça. Bon, là, on est dans la posture contraire. Alors, idéalement, pour faire l'apôtre du juste milieu, de l'extrême centre, disait Hélène Buzetti dans un petit essai, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire, je pense que ça prend un peu les deux. C'est sûr qu'il faut continuer d'avoir un esprit critique, mais encore là, je reviens, avoir un peu plus d'humilité, de modestie. Premièrement, parce que notre époque est loin d'être parfaite. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans notre époque. Donc, c'était comme ça avant aussi. Et puis, ça sera comme ça demain. Je pense que aussi, je distinguerais l'idolâtrie de l'admiration. Je pense que l'admiration, c'est une belle qualité. L'admiration, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de grand, et c'est quelque chose qui peut nous inspirer. Et en effet, dans le passé regorge de personnages inspirants et, oui, admirables. Est-ce qu'ils étaient parfaits à 100% sur tout? Probablement pas, mais est-ce que nous le sommes nous-mêmes? Sûrement pas. Donc, l'admiration, l'empathie, la compréhension, pour moi, c'est des qualités humaines qui sont belles dans nos rapports avec nos amis, avec les gens qui nous entourent, mais qu'on devrait aussi pratiquer lorsqu'on se tourne vers le passé. Donc aussi pour voir que, voilà, on se tourne vers des gens aussi qui peuvent pas se défendre. Effectivement. Ils sont tous morts, donc essayer de les comprendre dans leur complexité, dans leurs contradictions. C'est normal d'avoir de l'antipathie pour certains personnages et peut-être d'avoir une sorte d'admiration un peu béate. J'ai du mal à voir des défauts à Charles de Gaulle, par exemple, en ce qui me concerne. Je l'admire beaucoup. Mais en même temps, plus je vieillis, plus je vois des fois ces petits côtés poreux. Mais c'est ça. Je trouve que c'est... on est beaucoup dans une époque de règlement de compte, de charges, de procès, mais même, c'est ça. Pourquoi pas une histoire un petit peu plus empathique? Il y en a, et aussi, et oui, de l'admiration parfois, qui peut nous aider. Peut-être vous voulez parler de la biographie, parce que je dis ça parce que pour l'approche biographique, par exemple, la biographie,
c'est fou les connaissances qu'on a quand on lit une biographie sur une époque. Mais la biographie, on la lit aussi pour des raisons existentielles très souvent. Parce que on se dit, quand on lit une biographie d'un personnage dans la moyenne, le personnage dans la moyenne, il y a eu des échecs, il y a eu des épreuves, il a pris des mauvaises décisions, mais il a rebondi. Mm-hmm. Et donc, nous, quand on lit ça, ça nous rassure sur notre propre vie en nous disant, là, je viens de traverser une période difficile, mais l'histoire n'est pas terminée. Mm-hmm. Et lire une biographie, c'est constamment se rappeler ça. Donc, ça nous renvoie à nous-mêmes aussi. Oui, bien justement, je voulais vous amener là sur les... parce que dans le recours aux sources, vous parlez beaucoup d'une histoire qui était un peu désincarnée. Tu sais, on est dans... c'est beaucoup comme ça que ça a été enseigné là, pendant un temps. L'histoire, tu sais, cause, effet, puis une séquence d'événements, mais pas nécessairement incarnée comme je pense que c'est enlevant de lire effectivement l'histoire, mais par la vie. C'est une voie d'accès vers le passé. C'est pas la seule, mais c'en est une, et c'en est une qui est populaire, qui marche, puis il y a des raisons à ça. En fait, ce que je disais dans ce texte, je pense que vous avez lu, c'est que moi, quand je suis arrivé en histoire, il y en avait que pour l'histoire sociale, mais c'est tout à fait normal, puisque c'était une histoire qui était elle-même en réaction contre une histoire des élites. Mm-hmm. Et on disait, il faut étudier le peuple. Mais le peuple, malheureusement, souvent, n'a pas laissé beaucoup de sources, de lettres, de documents. Il y en a. Mais pour comprendre, mettons, une population sur une assez longue période, il faut parfois se référer à des archives qui sont pas très sexy, là. Mm-hmm. Des minutes notariales, des inventaires après décès, des testaments. Et là, il faut en faire beaucoup pour dire, là, on comprend que l'évolution des mentalités religieuses en fonction des testaments qu'on a lus est passée de A jusqu'à B. Oui, mais là, on n'entend pas les gens, on ressent pas la chair, le sang, les douleurs. On est dans des statistiques, dans des données objectives qui sont intéressantes, qui sont riches. Mais je pense que les gens, ce qu'ils aiment aussi, c'est sentir la palpitation du passé à travers des individus qui vivaient dans des époques très différentes de nous, confrontés donc à des défis différents de nous. Par exemple, lorsqu'on était un libre penseur au 19e siècle, au Canada français, et qu'on voulait pas être prêtre, l'oxygène était difficile, était rare. Tu sais, c'est pas évident là, de tirer son épingle du jeu. Comment survivre? Les journaux, peut-être, mais les journaux étaient vite affiliés à un parti jusqu'à la fin du 19e siècle. C'était des journaux toujours partisans. Mm-hmm. Alors qu'à partir du 19e siècle, on développe un nouveau modèle d'affaires de journaux, de petites annonces, de faits divers. Puis là, ça se finance sans avoir le soutien d'un parti. Mais c'était difficile, par exemple. Donc, c'est ça. Donc, dans le volume 2 des figures marquantes, on parle d'un personnage comme Médéric Langto, qui a eu une période extraordinaire en 1877. Il a rallié du monde, mobilisé, mais là, ça n'a pas marché. Et là, il a un petit peu tourné sa veste. C'est triste. Parce que c'était difficile, objectivement. C'est facile aujourd'hui de faire... quand on a une convention collective, une protection syndicale, puis de jouer les matamors, mais il n'y a pas beaucoup de risques. Mais quand on n'a rien de tout ça, on est plus exposé. Donc, c'est toutes ces réalités humaines, je pense, qui intéressent aussi les gens. Et voilà pourquoi cette histoire plus traditionnelle, biographique, événementielle, je pense qu'elle a plus de succès auprès du grand public qu'une histoire sociale très sérieuse, très rigoureuse, très riche en termes de connaissances, mais un peu moins incarnée et vivante. Oui, bien, là, j'en profite puisqu'on parle des livres, de la série de livres Figures marquantes. Moi, j'avoue avoir beaucoup apprécié le petit chapitre sur les filles du roi, mais est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y a des figures historiques? Là, j'invite évidemment tout le monde à les lire à lire l'ensemble des chapitres, mais est-ce qu'il y en a, puisqu'on en parle, est-ce qu'il y a des figures historiques ou qui sont peut-être méconnues ou sous-estimées que vous aimeriez voir réhabilitées ou qu'on parle davantage? Oui, qu'on en parle davantage. Bon, il y en a plusieurs. Évidemment. Dans le volume 2, on parle de Pierre du Calvet. C'est notre premier essayiste. Il va être emprisonné. C'est à la fin du 18e siècle. C'est un personnage qui était très proche des idéaux des Lumières. Je l'admire beaucoup, François-Xavier Garneau. Vous allez me dire, c'est normal, c'est un historien. Peut-être que vous vous reconnaissez en lui. Je l'admire énormément parce que il a fait une grande œuvre, mais tout seul.
sans université pour le soutenir, assistant de recherche, même pas de libraire, même pas de bibliothécaire ou d'archiviste à temps plein pour l'aider. Même pas d'intelligence artificielle. Ah, encore moins d'intelligence artificielle, une intelligence humaine uniquement. Et il nous a laissé une œuvre qu'il faudrait d'ailleurs absolument rééditer, que j'admire beaucoup. Dans notre histoire aussi, il y a des moments. Il y a des moments que je trouve riches et beaux. Il y a un moment qui est celui de la tabagie de Tadoussac de mai 1603, où il y a cette rencontre entre Champlain, pas Dugon, voyons, François Dupont-Gravé. François Dupont-Gravé, Champlain et deux Inuits, en fait, ils vont aller à la rencontre de tout un attroupement d'Autochtones qui sont là à Tadoussac en 1603. Il va y avoir une sorte d'alliance qui va se créer, informelle, mais qui va assurer la collaboration des Autochtones de la vallée du Saint-Laurent avec les Français pendant un siècle, pendant plus qu'un siècle, pendant toute la Nouvelle-France, même s'il y a eu des tensions par moments, mais qui va entraîner aussi la guerre contre les Iroquois, c'était leurs ennemis. Je trouve que c'est un beau moment, c'est intéressant de s'y pencher, tout comme est un très beau moment le moment on a pu en avoir des indices dans le beau film inspiré du roman de Kim Thuy, Roux. Vous savez, l'accueil des Boat People au Québec, Ouais. pour moi, c'est une page fantastique qui montre qu'on n'a pas entendu le multiculturalisme et les politiques EDI nécessairement pour montrer de l'ouverture, de l'intérêt, de l'accueil, de la générosité. C'est près de 8000 Vietnamiens qui ont été parrainés. Donc, ça voulait dire que pendant un an, les gens prenaient le risque de parrainer pendant un an, de subvenir aux besoins. Si la personne avait une mauvaise chance, un mauvais sort, on était là pour elle, on payait pour elle. Moi, puis c'est pas tout du monde du Mont-Hélène et du plateau, là, c'était des gens de un peu partout. D'ailleurs, Kim Thuy était accueilli par des gens à Granby. Et il y en avait comme ça à travers le Québec, des gens qui se sont sentis personnellement interpellés. Je trouve ça émouvant. Tout à fait. Un autre personnage, je termine là-dessus, que j'aime beaucoup, c'est le fameux Catelli, les fameuses pâtes Catelli qu'on a connues. Moi, je pensais que c'était une importation d'Italie. Mais c'est un Italien qui débarque au Québec à la fin du 19e siècle. La date exacte, autour des années 1860, je crois, et qui va, vous voyez, on a toujours l'image des Italiens de Saint-Léonard, le combat pour l'anglais, il y a eu ça. Ça, c'est des gens qui sont surtout arrivés après la Deuxième Guerre mondiale. Mais on a eu aussi des Italiens arrivés au 19e siècle qui se sont très bien intégrés avec la population canadienne-française. L'ancêtre de Marc Cazivy, le chroniqueur de la presse, est arrivé au début du 19e siècle. Puis on voit que Marc Cazivy est un Québécois comme vous et moi, francophone. On est tous Québécois civiquement, vous comprenez ce que je veux dire. Et Catelli, donc, c'est un peu la même chose. Catelli, lui, il va franciser son nom, on faisait ça beaucoup. Charles Honoré au lieu de Carlo. Il va s'impliquer avec les hommes d'affaires, les milieux d'affaires montréalais. Il va être un des présidents de la Chambre de commerce francophone de Montréal. Mais il va aussi être très bouleversé par le traitement qu'on inflige aux immigrés, aux réfugiés italiens, et qui sont pris en charge par des êtres peu scrupuleux qui leur soutirent de l'argent, qui leur font miroiter des choses. Il va convaincre le gouvernement fédéral de nommer une commission d'enquête pour mettre fin à cette pratique. Non, c'est un très beau personnage et voilà, je pense qu'il y en a beaucoup. Ben, Catelli, bon, ça gagne à être connu. Oui, Moi, oui. j'avoue ne pas le connaître. Puisqu'il a été question là, brièvement du film sur le roman de Kim Thuy, que j'ai adoré. Émouvant, hein? Très respectueux. Mes filles ont été bouleversées parce que, évidemment, on voit l'histoire des Boat People, mais on découvre aussi la culture québécoise de cette époque à travers ce film. La scène de la cabane à sucre. Oui, exact. Elle est bouleversante parce qu'elle est tellement juste. Oui. Alors, je rappelle pour les gens qui nous suivent, qui n'ont pas vu le film, c'est à ce moment-là que la famille de Kim... Écoutez, je suis pris d'émotion quasiment. Là, c'est très, très émouvant. Ils vont raconter ce qu'ils ont vécu. Et la réaction des Québécois francophones, c'est une espèce de silence qui est très, très touchante. Le père, il y a un père qui se lève, qui lui serre la main. Et je vois très bien, je voyais mes oncles, je voyais ma famille, je voyais des gens, des Canadiens français, des Québécois francophones très simples, des régions, mais qui connectaient humainement avec des gens qui avaient souffert.
Et ça m'a bouleversé, ça m'a énormément touché. Et j'aimerais ça que les Québécois soient plus... on culpabilise, pas juste les Québécois, on culpabilise beaucoup les gens. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions d'immigration, pas toujours de la bonne façon. Mais on a une longue tradition d'ouverture et d'accueil, de générosité. J'aimerais ça qu'on en parle plus. Ça nous ferait du bien. Et que ça vienne d'une femme comme Kin Thuy, alors là, les mauvaises langues disent oui, les bons immigrés, puis les mauvais, c'est pas ça qu'on dit du tout. Mais c'est un témoignage, c'est humain. Et si on l'aime tant, c'est parce que c'est sûr que ça nous touche. C'est comme si elle faisait elle-même preuve de gratitude en l'égard de la société québécoise qui a accueilli sa famille dans une indigence absolue, alors que c'était des gens très éduqués, qui fuyaient tout, mais qui voulaient un meilleur avenir pour leurs enfants. On en voit tous des gens comme ça là, dans notre environnement. On a des gens là, qui... tu sais, nos dentistes sont souvent des enfants d'Asiatiques et tout ça. Alors, on mériterait de mieux connaître ces pages-là. Oui, puis ça m'amenait à une question sur parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de culture, mais est-ce qu'on en fait assez pour faire vivre l'histoire à travers la culture, selon vous? Ah, ça, là, vous me partez là-dessus. Là. Mais écoutez, j'aimerais tellement qu'on ait plus de films, de séries qui racontent des moments de l'histoire. Puis là, je me souviens, Serge Bouchard, il était exaspéré par le retour d'un homme et son péché. Puis ça fait partie de notre mythologie. Ça va, on a le droit, on a tous nos récits un peu mythiques. Mais il y en a tellement d'autres, des belles plages à raconter. Dans le cas de Serge Bouchard, il aurait tellement voulu qu'on raconte la vie de ces coureurs de bois, par exemple. Hein? Lui, tu sais, l'errance, l'Amérique. Et c'est vrai, il y a des personnages incroyables, mais évidemment, malheureusement, ils ont souvent pas laissé beaucoup de traces ou d'archives. Mais quand même, on a assez de documents, d'indices, de traces pour en prendre peut-être un qui serait pas vrai, mais qui pourrait incarner le coureur de bois. Ça, c'est un exemple, mais on a une histoire riche. Épique. Et souvent épique. Il y a eu les films de Claude Fournier sur les Petits Canada. Il y avait une série télévisée. Il y a eu 2 films qui étaient assez intéressants, qui étaient bien faits, mais il en faudrait d'autres. Moi, je ne m'explique pas qu'on n'ait pas eu un grand film ou une grande série sur les Filles du Roi. Vous parliez des Filles du Roi. On prend une fille du roi, là, on imagine parce que là aussi, on a des indices, mais il n'y a pas beaucoup de textes écrits, réflexifs. On prendrait une fille du roi, là, de son milieu d'origine, qui va à Paris, puis ensuite elle est recrutée, puis là, elle prend le bateau, puis là, c'est incroyable. Et là, elle arrive, elle rencontre du monde qu'elle connaît pas, elle est hébergée par les bonnes sœurs, il y a des rencontres qui se font. Je veux dire, c'est une saga incroyable. Ensuite, sur la Terre, et il y avait un certain nombre de femmes, c'est très drôle, il y avait un certain nombre de filles du roi, parce que, contrairement à ce que des fois, il y a une légende noire qui dit qu'elles étaient forcées, qu'elles étaient violées. Il y a peut-être eu des sévices, mais en tout cas, notre système judiciaire en aurait gardé des traces. Mais il y a un certain nombre de femmes, justement, elles disaient oui, mettons, un homme les courtisait, sous contrôle, chaperonnage. Et puis, lorsqu'elle voyait l'état de la cabane ou de la terre, elle disait non, là, tu m'as raconté des histoires, ça m'intéresse plus. Donc, elles avaient des options. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aurait toute une série pour raconter tout ça. Tout à fait. J'espère qu'il y a des artistes qui nous écoutent. Ben oui, des films, des séries. Et puis, on aime ça. Sur Netflix, c'est des séries qui ont énormément de succès. On a écouté plusieurs d'entre nous, The Crown. Belle série historique, un peu romancée, mais pas grave. Des séries comme ça, avec des moyens, voilà. Sur des bonnes heures d'écoute, avec des moyens. Exact. Je vais vous ramener dans le présent pour parler du nouveau projet de musée d'histoire nationale sur lequel vous avez écrit un texte d'ailleurs par rapport à la nomination annoncée de Maxime Pénaud-Jomain. Donc, j'aimerais vous entendre, pour ceux qui ont peu lu le texte, puis peut-être développer davantage, en quoi c'est une bonne nomination et en quoi ce musée-là, dans le fond, pourrait corriger peut-être certaines interprétations ou raviver l'intérêt pour l'histoire et quels seraient les pièges à éviter dans l'entreprise? Les pièges à éviter, d'abord, c'est qu'il existe le musée de la civilisation à Québec. C'est un musée de société et dans les écrits fondateurs, on dit bien que la personne qui visite doit se reconnaître dans son époque. Donc, c'est des thématiques d'époque pour éclairer le monde. L'approche est plus anthropologique, thématique. Donc, on va faire un musée complémentaire. Donc là, c'est pas la personne qui serait au centre, c'est un collectif, le Québec, avec une aventure collective.
une aventure collective qui a pris toutes sortes de couleurs à travers le temps. Et donc, il faut proposer le récit de ce collectif qu'est le Québec à travers le temps, avec une approche qui soit pas thématique, mais chronologique. Donc ça, c'est de l'histoire. On fonctionne. Bon. Alors, c'est un défi parce que, évidemment, l'histoire est un champ de bataille. Il y a toutes sortes. Alors, il y a un comité scientifique qui a été formé, qui va nourrir avec des experts de différents points de vue, qui vont nourrir la réflexion. Moi, je suis le conseiller scientifique du nouveau PDG, qui est Maxime Pedneau-Jobin. Et pourquoi je pense que c'est une très bonne nomination? J'ai confiance en lui. On se parle maintenant régulièrement. Confiance, on se connaissait pas beaucoup avant, mais on se parle plus. Et pourquoi j'ai confiance en lui, c'est que un projet comme ça, je pense que c'était sage de pas le confier nécessairement à un expert, mais à quelqu'un qui a un esprit politique. Maxime Pedneau-Jobin, c'est une nomination politique, mais c'est pas une nomination partisane. C'est pas un caquiste, à ce que je sache. Il a jamais affiché ses couleurs. Mais c'est une nomination politique au sens où on a là quelqu'un qui a déjà eu des grandes responsabilités. Il a géré une grande ville, qui est Gatineau, donc il sait, et qui a une très grande culture historique, qui a beaucoup de respect pour la recherche en histoire, et qui veut, mais qui a un mandat. La loi est claire. Donc, l'histoire d'un peuple, en tenant compte, évidemment, de toutes les interactions avec les Autochtones, les Inuits, mais l'histoire d'un peuple, une nation distincte. Donc, il doit faire atterrir ça, et j'ai confiance qu'il va y arriver. Il est en train de constituer son équipe, et je pense qu'en effet, écoutez, ça en prenait un. On n'avait pas ce genre de musée. Et les expos sur le Québec du Musée de la Civilisation sont des expos presque toujours temporaires. Enfin, ça dure quelques années, parce qu'on change. Mais c'est l'approche du Musée de la Civilisation. C'est-à-dire, c'est une approche anthropologique, thématique. Alors là, ça va être un musée d'histoire chronologique, une synthèse et des expos temporaires. Parce que, bon, une fois qu'on a vu l'expo, la synthèse, l'expo permanente, qui va évidemment être actualisée dans le temps, mais il y a des expos temporaires qui vont circuler. Parce que c'est une grande préoccupation, et dans la loi et de Maxime, que ce soit un musée en réseau, hein, qu'on fasse appel à l'expertise en histoire dans toutes les régions du Québec. Partout, il y a des sociétés d'histoire, il y a des férus d'histoire de leur ville. Je suis sûr que vous en avez à Saint-Lambert. Il y en a partout. Et ces gens-là doivent être mis à contribution. Moi, je vais faire des fois des conférences, puis je suis renversé par l'érudition de ces gens-là. Ils ont écrit, des fois c'est à compte d'auteur, mais c'est des passionnés. Donc, il faut les mettre à contribution. Il faut que ce soit leur musée. Il y aura toute une dimension virtuelle, c'est-à-dire toute une dimension en ligne. Il faudra que le musée aussi puisse présenter une plateforme très riche de contenu où on peut aller puiser toutes sortes de choses. Ça, c'est à définir. Mais voilà, donc ça n'existait pas. Je comprends, il y a un soupçon, parce qu'on dit, on va-tu oublier les Autochtones, on va-tu oublier les minorités? Je pense que tout ça est pris en compte. On veut pas ça, on veut être le plus rassembleur possible, mais il faudra faire des choix. C'est sûr que, ultimement, Maxime et son équipe, Maxime Pedneau-Jobin, devront faire des choix. Et puis, il faudra qu'on les assume, ces choix-là. Mais le but, c'est pas de polariser. Le but, c'est pas d'arriver avec un récit linéaire. C'est d'arriver avec un récit où on va montrer une forme de complexité aussi. C'est fort intéressant et on a bien hâte d'y aller. Moi aussi. Je vois que le temps file, mais j'aimerais peut-être aborder une dernière question puisqu'on sort d'une élection historique aux États-Unis. Donc, j'aimerais vous entendre par rapport à nos liens avec l'Amérique. Donc, là, on a esquissé un peu l'aventure française en Amérique. Ouais. On a parlé un peu de ça, mais en quoi, puis on a parlé de Papineau, peut-être de figures où il y avait des liens qu'on semble avoir oubliés entre nous et les États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la mémoire? Oui. Alors, c'est vrai que d'abord, sur le plan de la culture populaire, là, la thèse de Gérard Bouchard dans Genèse et Nations, culture du Nouveau Monde, c'était en gros, il disait les classes populaires étaient immergées dans le continent américain, étaient très à l'aise à fonctionner avec les Autochtones, voyageurs, reculer la frontière du Nord. C'était des gens en mouvement dans le continent, avec une parlure particulière. Et les élites, elles, étaient tournées vers la France. Et le problème, c'est que si les élites avaient
s'était tourné vers le continent, ben, peut-être qu'il y aurait eu indépendance politique, puisqu'on aurait décroché de la métropole. Ça, c'est en gros sa thèse. Je ne sais pas s'il serait d'accord avec mon résumé, mais à peu près, c'est comme ça que je l'ai compris. Je pense que pas mal tout le monde l'a compris comme ça. Maintenant, moi, je regarde dans ma propre famille. Vous allez voir, je parle d'aujourd'hui, mais je vais reculer après. C'est que dans ma propre famille, par exemple, 2 personnes, 2 ouvriers, mon père et un de mes oncles, qui sont très amis, mais qui se trouvent à être en plus de la même famille. Donc, son beau-frère et mon père. Et mon oncle est totalement tourné vers les États-Unis. Lui, toutes ses vacances, c'est aux États-Unis. Il a parcouru, je pense, 48 des 50 États avec son petit motorisé. Alors que mon père, lui, s'il a le choix, il va en Europe et il va en France. Il aime la France. Pourtant, 2 personnes des classes populaires. Quand vous me parliez des régions de France avant le début de l'entretien, quand De Gaulle va remonter le chemin du roi en juillet 1967, les gens de la Société Saint-Jean-Baptiste, pour évidemment le séduire, vont faire installer des petites banderoles des régions de France. Les paysans de la Lorraine vous saluent. Les paysans du Périgord vous saluent. Il paraît que le général était bouleversé de voir ça, mais ça a fonctionné, ça l'a ému. Mais c'est ça, c'est qu'il y a 2 Québec, j'ai l'impression. Il y a un Québec qui est beaucoup plus tourné vers les... Mais c'est pas lié nécessairement aux élites ou aux classes sociales, vous voyez? Je pense que c'est une espèce de... C'est en nous, c'est difficile à expliquer. Il y a je le vois avec mes enfants, des fois ils sont plus, il y en a un qui est plus attiré vers la France et la francophonie, d'autres plus vers les États-Unis. Donc ça, c'est un peu dans notre ADN peut-être. On a cette tension en nous, un pôle plus européen, Québec tourné vers l'Europe, Montréal plus tourné vers l'Amérique. Et dans notre histoire longue, ben voilà, on a eu aussi les 2. On a eu une influence évidemment indéniable de la métropole française pour notre langue, mais on a eu aussi une grande influence américaine. Quand je suis allé étudier en France au milieu des années 90, j'ai réalisé que je n'étais pas un Français d'Amérique, mais un Américain qui parlait français, par ma façon d'être. Par mes relations sociales, les hiérarchies sont beaucoup moins lourdes quand on est américain au sens large, au sens anthropologique. Alors, il y a toute une histoire, mais on est peut-être allé un peu loin dans les années 90 et 2000. La recherche en sciences sociales, en littérature, n'en avait que pour l'américanité, qu'on disait synonyme de modernité. Être dans l'américanité, c'était d'être dans la modernité. Et la France, la référence française était comme encombrante. C'était même le régime seigneurial, Louis XIV, l'Église ultramontaine. C'était pas ultramontaine, mais l'Église... c'était pas très attirant. Moi, je pense qu'il faut rééquilibrer les choses. Il y a les 2. Et il y a, il y a un héritage. En fait, s'il y a quelque chose à ramener plus dans les réflexions et recherches, c'est plus la francité. Parce qu'on en a eu beaucoup pour l'américanité. Il y en a beaucoup qui sont intéressés à notre influence britannique dans nos institutions. Mais la francité a été un peu dénigrée, mise sous le tapis. Et là, je viens d'accompagner un étudiant qui vient de terminer sa thèse sur la francité. Donc, comment la France s'est intéressée au Canada après la conquête, et l'inverse. Comment les Canadiens ont souvent recouru à la France pour trouver du renfort, symbolique ou politique. Bon, voilà. Très intéressant. Puis juste en terminant sur l'Amérique, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais le livre, puis je ne sais pas comment il a été traduit en français, mais Distinct Alien Race. Ah, j'aimerais beaucoup le lire. Oui. Il vient juste d'être traduit. Oui, justement. tout à fait. Oui. En fait, c'était pour vous questionner par rapport à est-ce qu'on est assez connecté avec... Ah non, ça, oui, OK. Alors, je me permets une petite parenthèse là-dessus. En effet. Donc, il faut voir qu'au 19e siècle, quand cette vague de migration commence, c'est comme si notre imaginaire national allait jusque dans ce qu'on appelait à l'époque ces petits Canada. Toutes ces paroisses, ces villages où il y avait des communautés canadiennes françaises avec des gens qui revenaient, qui repartaient. C'est dans ma propre famille, du côté de ma mère. Du côté de ma mère, mon grand-père maternel a vécu 7 ans dans le Rhode Island, où il y avait beaucoup de Canadiens français. Et c'est là qu'il a découvert sa passion pour le baseball. Et puis,
ça l'a énormément marqué. Le cinéma américain, il parlait assez bien, il parlait bien anglais parce qu'il avait vécu son enfance. Alors, donc, en effet, je pense que ça a joué un rôle important et peut-être que, justement, quand est venu le temps d'adopter le libre-échange, pour beaucoup de Québécois, ça allait plus ou moins de soi, puisque l'axe naturel a toujours été nord-sud, beaucoup plus qu'est-ouest. On va beaucoup plus spontanément dans la Nouvelle-Angleterre ou même pendant longtemps en Floride qu'on va aller à Vancouver ou vers les Rocheuses. C'est plus naturel. Et oui, ça a beaucoup marqué notre imaginaire et ça a été des combats assez dramatiques puisque les Canadiens français avaient l'impression qu'ils pourraient continuer comme ça pendant plusieurs générations jusqu'à ce qu'on ait aux États-Unis l'éducation massive, l'école primaire qui a laminé, qui a acculturé toutes ces... Et là, il y a eu des combats aussi au sein de l'Église entre les Irlandais, les Canadiens français. Mais oui, c'est une histoire importante. Donc, des coureurs de bois jusqu'au Petit Canada, en passant par le Floribec, c'est le titre du livre d'un de mes collègues géographes. Donc, tous ces Québécois en Floride et ailleurs. Bien, en fait, c'est tout le temps qu'on avait, mais je vous remercie vraiment beaucoup pour ce bel entretien. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Sinon, moi, j'inviterai nos auditeurs à courir, acheter vos livres et les lire parce qu'il y a plein de perles là-dedans. Ce premier volume, donc, Figure marquante. Alors, c'est juste un mot pour vous dire que c'est 59 entretiens que j'ai réalisés. On retient environ 38, 39 textes, et les textes ne sont pas des verbatims de mes entretiens. Les textes sont des textes vraiment écrits et des textes investis, des textes qui défendent un point de vue sur l'auteur, et ce sont les plus grands spécialistes qui interviennent. Donc, le volume 1 est sorti en 2023. Oui, c'est Bâtir. Celui-là, c'est Bâtir. Le volume 2 qui est sorti à l'automne 2024, c'est Lutter. Et en 2025, le volume 3 sera Inspirer. Bon, on a bien hâte de lire ça. Merci encore, M. Bédard. Merci.